Bonjour à tous. Avant de commencer cette émission, épisode 2 du récap, j'aimerais en mon nom et au nom de toute l'équipe qui m'accompagne vous remercier pour votre soutien manifeste depuis le début de cette aventure. Vos nombreux likes, partages et commentaires sont hautement appréciés. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à nous suivre sur nos différents réseaux, à savoir Facebook, Instagram et YouTube. Vos encouragements nous confortent dans l'idée que notre travail est plaisant. Vos remarques et critiques nous poussent à nous améliorer. Vous méritez, je pense, un tout petit cadeau. La transition est toute trouvée. Nous vous avons réservé un présent qui, j'espère, vous plaira. On en parle en fin d'émission. Pour cette semaine, nous allons retourner au Mali. Nous ferons un tour au pays de Mandela, un stop au Gabon via la France. Nous allons parler de la colère de Samuel Eto'o et rester un petit moment dans le milieu du football avec une bien triste nouvelle. Je ne vous en dis pas plus, générique. La semaine dernière, en évoquant les dérapages de Karim Keïta sur la toile, nous vous disions que le pays vivait au rythme de tension depuis bientôt plus d'un mois. Le peuple réclame la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'origine de la contestation se trouve dans le fait que le président n'aurait pas tenu ses promesses de campagne. Rappelons qu'il est arrivé au pouvoir en 2013 après le coup d'État du capitaine Sanogo contre son prédécesseur Amadou Toumani Touré. Ce coup d'État faisait suite au laxisme d'ATT dans la gestion de la crise qui frappe le pays au nord, dans la zone de Kidal, où la présence de djihadistes est forte. Ibeka avait alors promis de régler cette situation qui dérange plus d'un. Seulement, depuis, rien n'est fait. Les rebelles continuent d'exercer dans le nord et commettent des exactions. Outre cela, le président aurait selon le peuple triché aux dernières élections législatives avec l'aide de la Cour constitutionnelle. Pour apaiser les manifestants, il a plusieurs fois appelé à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Proposition rejetée à plusieurs reprises. Cette semaine, il prend la décision de suspendre de fait la Cour constitutionnelle. Cette même Cour qui l'aurait aidé à tricher. Une énième décision qui n'a toujours pas su calmer la colère des manifestants. Dans le même temps, son fils Karim démissionne de la présidence de la commission parlementaire de la défense, affirmant ne plus vouloir être un argument pour des personnes en mal de programme. Jusqu'ici, le bilan des heurts qui ont secoué la capitale fait état de plusieurs blessés et de 2 morts. Vivement l'épilogue. La nation arc-en-ciel a vécu cette semaine une scène digne d'un scénario hollywoodien avec la prise d'otage d'une église par des hommes armés. La police a été alertée de ce qu'une prise d'otage et des échanges de coups de feu étaient en cours à l'église pentecôtiste de Zubercon, à près de 39 km de Johannesburg. La situation a été sous contrôle à leur arrivée aux environs de 3 h du matin. 30 suspects interpellés et plus de 25 armes à feu saisies. À l'origine, une guerre de succession entre les fidèles depuis la mort en 2016 de son leader et fondateur, le millionnaire, le multimillionnaire Comforter Modise. Depuis, plusieurs incidents ont secoué cette église. En 2018, notamment, un échange de tirs près des locaux avait fait 3 blessés. En 2017, c'est une affaire de détournement de plus de 6 millions de dollars de fonds de l'Église. La police sud-africaine suit de près cette affaire qui n'a pas fini de faire parler. L'Afrique du Sud, nous y restons avec une mise à jour Covid-19. Le président de la République, Cyril Matamela Ramaphosa, s'est cette semaine adressé à la nation et annoncé de nouvelles mesures contre la gestion de la pandémie. Une bagatelle de mesures donc, mais une particulière a, rendu le peuple un peu triste. Il s'agit de la suspension de la vente d'alcool avec effet immédiat.
Lors d'un précédent discours le 24 mai dernier, il avait levé l'interdiction de la vente d'alcool qui était en vigueur depuis l'instauration du confinement. Ce retournement de situation se justifie en cela que les hôpitaux se retrouvaient saturés dû au fait que des individus ivres étaient de plus en plus impliqués dans des accidents de circulation. Le personnel soignant qui avait déjà du mal avec les nombreux patients Covid-19 devait également gérer les cas d'accident. L'ancienne gloire du football camerounais, passé par le FC Barcelone, l'Inter de Milan et autres Chelsea, a cette semaine exprimé un coup de gueule à l'encontre d'un pasteur ivoirien, le dénommé Chris Imela Joshua. Le prédicateur de l'Église divine Consolation prétend avoir reçu une révélation sur la mort prochaine de la star, faisant au passage une analogie avec la mort subite de l'artiste ivoirien DJ Arafat. La réaction de la star ne s'est pas fait attendre. Sur Instagram, il a réagi en disant « Pour avoir des visions sur la mort d'une personne, vous êtes des champions. Mais pour voir que le monde devait subir une crise sanitaire sans précédent, on n'a vu personne. Je passerai un jour. » Fin de citation. Dans le même temps, cette semaine, nous avons appris la mort du frère de l'international ivoirien, Serge Aurier. Christopher Aurier a été tué lundi aux alentours de 5 h du matin à Toulouse, en France. Il aurait reçu une balle en plein abdomen. Pas de nouvelles jusqu'ici du meurtrier qui a pris la fuite. Il est activement recherché par la police. Vous connaissez Bruno Fox? Si la réponse est non, sachez que nous aussi, nous ne le connaissions pas avant ça. Contre les civils. Au Gabon, le sort réservé au principal leader d'opposition, Jean Ping, assigné à résidence, doit nous alerter. Dans le même temps, le chef de l'État n'est plus en capacité de présider son pays depuis 18 mois en raison de son état de santé. Le Gabon et la Guinée, mais aussi le Cameroun, le Bénin, la Guinée-Bissau et d'autres ont tous adhéré à la Charte de la francophonie et ont signé les accords de Cotonou et notamment son article 9. Ils sont loin aujourd'hui d'honorer leur signature. Faut qu'on vous dise, en tapant son nom sur Internet, on tombe sur la photo d'un footballeur brésilien. C'est dire à quel point il était jusqu'alors méconnu du grand public. Monsieur Fuchs est donc député de la 6e circonscription du Haut-Rhin. Vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et par ailleurs ancien journaliste, ces propos que vous venez d'entendre n'ont pas laissé les politiques gabonaises indifférentes. D'abord parce qu'il affirme que Jean Ping est assigné à résidence quand ce dernier est complètement libre de ses mouvements et aussi quand il dit que le président était dans l'incapacité de gérer. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Sur Twitter, les ministres et sympathisants d'Ali Bongo, le président gabonais, ont condamné ces propos. Une sorte de parle des choses, qu'est-ce que tu en sais? Nous, en tout cas, on a cherché pour voir si un député gabonais ou africain en général s'était déjà immiscé dans les affaires de la vie politique française. On n'a rien trouvé. Avec ça, j'ai une question de sinon. Que pensez-vous de ces propos? Trouvez-vous la réaction des Gabonais justifiée? Je précise tout de même que tous n'ont pas condamné ces propos et ont plutôt pris la défense du député. Cette semaine, dans les tops, nous avons le Soudan. Le pays a rendu public un projet de loi adopté criminalisant l'excision et l'apostasie. Il faut savoir qu'au Soudan, le crime d'apostasie était puni de la peine de mort par pendaison. En 2014, par exemple, le cas de Myriam Yahya avait fait parler. La jeune femme avait été condamnée à la pendaison après avoir épousé un chrétien. La loi criminalisant l'excision expose désormais tous les contravenants à une peine de 3 ans de prison. Décision salutaire. Pour le deuxième top, il nous a été proposé par un abonné sur notre compte Instagram de s'intéresser à l'actualité de Monsieur Kémi Séba. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Kémi Séba est un activiste panafricaniste, fondateur de l'ONG nommée Urgence Panafricaniste.
Ces derniers jours, l'auteur des œuvres Black Nihilisme, Supra-Négritude ou encore L'Afrique libre ou la mort a clairement tiré la sonnette d'alarme sur l'instrumentalisation du mouvement Black Lives Matter. Il faut bien comprendre que M. Seba ne s'érige pas à l'encontre du combat contre les bavures policières, bien au contraire. Cependant, celui dont le combat est orienté contre le néocolonialisme, contre l'impérialisme, contre la malgouvernance de nos élites africaines et contre le génocide de nos peuples aux quatre coins du monde, estime qu'il ne faudrait pas tomber dans la victimisation de ce mouvement qu'il dit être instrumentalisé par l'oligarchie occidentale. Cette semaine, dans les flops, Lazarus Chakwera. La semaine dernière, nous donnions un carton vert au Malawi pour la gestion de la présidentielle et étions très optimistes pour l'avenir. Notre choix fut de courte durée et pour cause l'annonce du premier gouvernement de M. Chakwera. Dans ce gouvernement, il y a le ministre du Travail, dont la sœur est ministre de la Santé, le ministre de l'Information à sa belle-sœur comme ministre de l'Agriculture. Le président accusait son prédécesseur de népotisme et d'avoir rempli son cabinet de personnes originaires de sa région. Il a lui-même rempli son cabinet avec 70% de personnes de son entourage. Nous arrivons à la fin de notre émission Elam Récap épisode numéro 2. Je n'ai pas oublié votre surprise comme je l'ai dit au début. Toutes les personnes qui réagiront en commentaire sur cette vidéo seront éligibles à un tirage au sort, selon votre pays de résidence bien sûr. Il s'agit alors du Gabon, du Sénégal, du Maroc et de l'Afrique du Sud. Le vainqueur recevra un crédit de communication à hauteur de 10 000 francs CFA offert par la compagnie XPAT. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.